Dans chaque animé, il y a un arc qui fait entrer l'animé dans une autre dimension. Marineford dans One Piece, le drame de Shibuya dans Jujutsu Kaisen, l'examen des Chunin dans Naruto, et des exemples comme ça je peux vous en citer plein. Mais l'exemple le plus parlant pour moi c'est Stardust Crusader, la partie 3 de JoJo Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure est un monument des animés, des collaborations avec le musée du Louvre, des décors géants dans les gares japonaises, mais aussi des collaborations avec des marques luxueuses. En 2026, JoJo est partout. Mais si JoJo est devenu aussi populaire, c'est grâce à une seule partie, une partie qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est sans aucun doute la partie qui représente le plus ce qu'est JoJo's Bizarre Adventure. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Stardust Crusader, la partie 3, a sauvé JoJo's Bizarre Adventure. Mais avant, on retourne en arrière de 31 ans, en 1999. Les deux premières parties ont globalement été réussies, mais on restait encore un peu sur notre fin. On ressent vraiment que tout le potentiel de l'anime n'est pas exploité à 100% et que l'auteur ne développe pas toutes ses idées. Alors Hirohiko Araki va avoir une idée de génie. Il ne se doutait pas que cette idée allait changer son manga à tout jamais. Dès le début de la partie 3, on nous présente les stands, une représentation physique de l'énergie du manieur. Lors des deux premières parties, on avait le droit à l'onde ou au Hamon pour les puristes japonais, et franchement c'était bien, c'était vraiment bien. L'onde a d'ailleurs inspiré plusieurs pouvoirs comme le Nen de Hunter x Hunter ou le chakra de Naruto, mais on sentait qu'avec l'onde, les combats allaient très vite tourner en rond. Donc, dès la partie 3, l'onde c'est fini, on passe au stand. Et là, c'est un choix gagnant pour Araki. Absolument tout le monde valide, et les combats de stand sont juste incroyables. Mais ce n'est pas le seul critère de réussite de la partie 3. On a aussi le personnage principal, le petit-fils de Joseph de la partie 2, Jotaro Kujo, qui est d'ailleurs le premier personnage japonais du manga. Bon, même s'il est à moitié américain, ça passe. Ce japonais, je lui pardonnerai jamais de m'avoir pris d'affaire. Jotaro représente parfaitement le héros de manga de cette époque. Il est jeune, il est stylé, il a un pouvoir stylé, et il a une casquette cheveux. Il n'en fallait pas plus pour que les fans l'adorent, et c'est d'ailleurs le personnage préféré des fans dans le monde entier. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va parler de cette partie 3. Mais si vous n'avez pas vu les deux premières parties, vous pouvez quitter la vidéo, parce que je vais vous spoiler allègrement. Bon, vous êtes partis? On peut commencer? Déjà la partie commence et on apprend que Joe Brando, le grand méchant de la partie 1, n'est pas mort et qu'il a survécu en prenant le corps de Jonathan, le grand-père de Jotaro. Mais en plus de survivre, il a obtenu un stand, ce qui va plonger Oli, la mère de Jotaro, dans une grave maladie qui la tuera dans approximativement 40 jours. Et la seule manière de la sauver, c'est de tuer Dio. Déjà, le contexte de la partie est très intéressant car il installe directement les personnages dans un climat de tension avec un compte à rebours de 40 jours pour nos héros. Plus les épisodes passent, plus la tension augmente. Pendant ces 40 jours, ils vont devoir trouver Dio, qui se cache en Égypte. Ils vont devoir traverser plusieurs pays avant d'y arriver. Chaque fois que les Crusaders sont dans un pays, on a une référence à la culture locale et des combats incroyables. Chaque personnage a son combat iconique, mais c'est aussi malheureusement un défaut qu'on peut reprocher à l'œuvre. Je peux comprendre que certaines personnes aient trouvé qu'il y avait trop de combats inutiles, mais moi personnellement j'ai kiffé tous les épisodes de cette partie, et je trouve que les combats étaient dans la grande majorité très intéressants. Et surtout que comme je l'ai dit, chaque personnage a son combat iconique, c'est pas juste Jotaro contre un manieur de stand différent pendant 50 épisodes. Chaque combat fait avancer l'histoire et permet de développer un peu plus les personnages. En parlant des personnages, j'en ai toujours pas parlé, mais ils sont juste incroyables. En plus de Joseph le grand-père, on a Kakyoin, un ami de Jotaro qui veut se venger de Dio, Jean-Pierre Polnareff qui veut lui aussi se venger de Dio, et on a aussi Mohamed Abdol qui veut lui aussi se venger de Dio. Ça fait beaucoup de gens qui veulent se venger de Dio quand même. Chacun de ces personnages a son moment de gloire dans la partie. Kakyoin avec le bébé, Polnareff avec le tueur de sa sœur, et ça fait du bien de voir que c'est pas toujours le personnage principal qui a le grand rôle à l'écran. Et ça, Araki l'a très bien compris. Donc, après plusieurs combats incroyables, notamment le combat de poker avec Darby, qui est juste une masterclass, dites-vous que l'un des meilleurs épisodes de cette partie, c'est pas un combat entre deux manières de stand puissants. C'est juste une partie de cartes dans un bar perdu dans le désert égyptien. Et après toutes ces péripéties, on y arrive enfin, l'affrontement final avec Dio. Et quel affrontement! On découvre le pouvoir de son stand, The World, ou en japonais, qui peut littéralement stopper le temps. C'est pas du tout cheaté, On rappelle que le pouvoir du stand de Jotaro, c'est juste de taper fort. Bref. Un combat entre lui et Jotaro débute dans les rues du Caire. Après 2 épisodes juste incroyables, le combat prend fin sur une victoire de Jotaro, après qu'il ait appris que le stand de Dio, The World, et le sien Star Platinum sont en fait 2 stands similaires et que donc Jotaro peut aussi stopper le temps. Et enfin, après 40 jours de long périple, Jotaro sauve sa mère et enterre définitivement le conflit qui opposait Dio au Joestar. Cette partie met fin à l'arc du combat entre les Joestar et Joe Brando, présent dans les 2 premières parties. Il permet aussi à l'œuvre de se diversifier en proposant des personnages différents, des lieux différents, et aussi d'autres enjeux et une histoire nouvelle dans les parties
parties qui suivent. Et je voulais absolument vous parler de cette partie, pas parce que pour moi c'est la meilleure, mais parce que c'est la partie la plus importante de Jojo. Elle a des défauts bien sûr, mais c'est cette partie qui a ouvert Jojo au monde, et Jojo ne serait pas le manga qu'on connaît sans cette partie. Il y a quelques mois on a eu l'épisode 1 de la partie 7, qui est sans aucun débat la meilleure partie du manga, et on aura bientôt la suite, enfin j'espère. Je vous vois Netflix hein, donc j'avais envie de vous parler de Stardust Crusader, et de comment elle avait sauvé l'avenir de Jojo. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi quelle est votre partie préférée de Jojo en commentaire, ça m'intéresse vraiment.